Merci pour votre fidélité au programme de la 7TV, mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, enquête sur la gestion des fonds Covid. De nouvelles arrestations ont été effectuées hier. Parmi les personnes interpellées figure le directeur de l'hôpital d'Al-Adjam ainsi que l'ancien comptable de l'établissement. L'ex-directeur de la prévention au ministère de la Santé en fait également partie. Tous les suspects devraient être présentés ce mercredi devant le procureur de la République en vue d'éventuelles poursuites judiciaire. Et puis mise en accusation de Macky Sall pour haute trahison en vue de poursuite, Akoualou n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué, elle dénonce une justice de vainqueur et annonce la riposte. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Mais pour commencer, le journaliste Alutop est libre. Le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict ce mercredi, poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Le patron de Sunugal et du quotidien Le Regard a été condamné à 3 mois de prison, dont 1 mois ferme. Après avoir passé plus d'1 mois en prison, il va ainsi rentrer chez lui. A rappelé que Alutop placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles et incitation à la haine ethnique. Son interpellation fait suite à une émission diffusée au mois de janvier au cours de laquelle il avait tenu des propos jugés controversés sur la communauté Alpolar. Et puis nous l'annoncions dans les titres, l'enquête sur la gestion des fonds Covid franchit une nouvelle étape. Plusieurs personnalités et hauts fonctionnaires ont été placés en garde à vue à la direction des investigations criminelles. Parmi les personnes interpellées figure le directeur de l'hôpital d'Al-Adjam ainsi que l'ancien comptable de l'établissement. Mamadou Ndiaye, ex-directeur de la prévention au ministère de la Santé, fait également partie des mises en cause. D'autres responsables seraient également visés par cette procédure dans le cadre de ce dossier particulièrement sensible lié à la gestion des fonds mobilisés durant la crise sanitaire. Tous les suspects devraient être présentés ce mercredi devant le procureur de la République en vue d'éventuelles poursuites judiciaires. Ainsi donc, l'ouverture d'informations judiciaires sur les conclusions de la Cour des comptes relatives à la gestion des fonds force Covid-19 occupe l'actualité. Plusieurs manquements ont été signalés. À rappeler qu'au lendemain de l'apparition de la Covid-19 le 2 mars 2020, le président Macky Sall avait fait appel aux Sénégalais et aux entreprises étrangères présentes dans le pays pour un fonds de solidarité d'un montant de 1 000 milliards de francs CFA. Retour sur cette crise sanitaire de 2019. Le 2 mars 2020, le Sénégal a signalé son premier cas de Covid-19, devenant ainsi le 4e pays africain à confirmer le virus. Le patient était un ressortissant français et un résident du Sénégal qui rentrait à Dakar le 26 février. La panique s'installe, les habitudes changent, les pays d'Afrique confirment des cas. Le virus n'est plus une menace pour le continent, mais une réalité. Le président du Sénégal, Macky Sall, à l'époque, avait appelé au calme et avait déclaré que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour empêcher la propagation du virus. Les jours passent, la situation devient de plus en plus critique. La pandémie de Covid-19 avait créé une pression supplémentaire sur les systèmes de prestation de services sociaux et exacerber les vulnérabilités des populations touchées. Garantir une vaccination sûre et équitable et généralisée était essentiel pour freiner la pandémie et accélérer la reprise. Sur l'ensemble de cette période, environ 15 600 personnes ont été diagnostiquées positives et 325 décès ont été enregistrés. À partir de la déclaration du premier cas sur le territoire sénégalais, un ensemble de mesures sanitaires ont été mises en place. Ces mesures ont été progressivement ajustées, renforcées ou atténuées sur la base de critères à la fois épidémiologiques, régression et sociaux en fonction de leur acceptabilité collective et de leur impact sur la vie quotidienne. L'application de la consigne « Restez chez vous » assortie du couvre-feu conduit nombre de personnes à une forme d'autoconfinement. L'attitude des personnes qui ne respectent pas les mesures sanitaires est critiquée et conduit parfois à des dénonciations. Pendant cette période, l'emprise émotionnelle guide une application parfois obsessionnelle des mesures préventives pour juguler l'impact défavorable de la pandémie sur l'activité économique et sociale au Sénégal. Le président de la République avait mis en place un fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 par un programme de résilience
résilience économique et sociale d'un montant de 1 000 milliards de francs CFA, la dotation du fonds Covid à hauteur de 1 000 milliards était totalement bouclée suivant la répartition ci-après. L'appui financier des partenaires du Sénégal, 586 milliards de francs CFA, la contribution volontaire des Sénégalais, 15 milliards et l'effort de recadrage du budget 2020, 399 milliards de francs CFA, avait informé le communiqué. 5 ans après son apparition, la Covid n'a pas encore fini de faire des ravages avec des interpellations constatées depuis quelques jours. Et nous l'annoncions dans les titres, le groupe parlementaire Takoalou Sénégal est monté au créneau suite à la proposition déposée par le député Guy Marius Sagna visant la mise en accusation de l'ancien président Macky Sall devant la Haute Cour de justice. Dans un communiqué, les députés de cette coalition ont fermement dénoncé cette initiative qu'ils qualifient de tentative de manipulation politique. Poursuivant sa déclaration, le groupe parlementaire estime qu'il s'agit là d'un précédent dangereux dans l'histoire du Sénégal, accusant le nouveau pouvoir de vouloir s'en prendre à un ancien chef de l'État pour des raisons autres que juridiques. Les députés de Takoalou y voient une opération destinée à ternir l'image de Macky Sall sur la scène internationale. Enfin, le groupe annonce qu'il usera de tous les moyens légaux pour contrer cette démarche, appelant les citoyens à se mobiliser contre ceux qu'il qualifie de justice des vainqueurs. Et puis après avoir été interrompu par le président de l'Assemblée nationale lors du passage du Premier ministre à l'hémicycle, le député Pape Djibril Fall a tenu une conférence de presse pour exposer davantage ses positions. Il a dénoncé une série de licenciements qu'il qualifie de politiques, appelant les citoyens à se mobiliser contre ces injustices. Il a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de garantir l'indépendance de la justice. Face à la presse, le député Pape Djibril Fall s'est une nouvelle fois insurgé contre la vague de licenciements notée dans le pays ces derniers temps. Il parle de licenciements à motivation politique et met en garde le gouvernement du Sénégal. S'ils acceptent que l'ancien régime faisait des recrutements politiques, ils doivent aussi accepter qu'ils font des licenciements politiques. Hier, à l'Assemblée nationale, un ministre a démenti les chiffres, mais il n'a pas dit la vérité. Les 30 000 licenciements sont avérés. En voici la preuve. Le Premier ministre est incapable de créer des emplois, alors qu'il préserve ce qu'il a trouvé sur place. Le parlementaire invite ainsi les Sénégalais à se mobiliser afin de mettre fin à ces injustices. Les jeunes et l'opposition doivent se lever, car ce qui se trame n'augure rien de bon. On doit rappeler aux gouvernants que le pays ne leur appartient pas. Pape Djibril Fall s'est également exprimé sur la situation de la justice. Il a dénoncé les nombreuses arrestations et appelle les autorités à garantir l'indépendance de la justice. La justice doit être impartiale, mais nous avons vu que toutes les personnes menacées d'emprisonnement par le Premier ministre sont aujourd'hui en prison. Et je suis désolé de ne pas entendre la voix de l'Union des magistrats du Sénégal sur la persécution qui est faite aujourd'hui à l'endroit du ministre de la Justice. Le député a par ailleurs salué l'attitude de l'opposition qu'il considère comme une vraie force de proposition. Selon lui, le Premier ministre Ousmane Sonko est déconnecté des réalités, des urgences et des difficultés que vivent les Sénégalais. Et puis le gouvernement compte inscrire 130 milliards de francs CFA dans le budget pour accompagner la campagne de production agricole 2025-2026. Une annonce faite au sortir d'un conseil interministériel hier présidé par le Premier ministre. Plusieurs autres mesures ont été prises à l'occasion. C'est un conseil interministériel tenu sous la houlette du Premier ministre Ousmane Sonko. Une rencontre d'évaluation de la précédente campagne agricole qui a permis de mettre en lumière un certain nombre de difficultés constatées durant la saison écoulée. L'une des contraintes majeures demeure la persistance de la faiblesse des rendements de la culture arachidière, dont les causes sont liées à l'insuffisance des infrastructures de stockage, le défaut des systèmes de contractualisation, l'insuffisance et le vieillissement de la logistique.
pour la protection des végétaux, l'accès au matériel agricole motorisé, les faibles niveaux de fertilité des sols, entre autres. Au regard de ces contraintes, le gouvernement annonce des mesures urgentes qui seront exécutées entre avril et juin 2025. Il s'agit, entre autres, du règlement des arriérés dus aux opérateurs privés sur les subventions entre avril et mai 2025. L'organisation d'une rencontre entre l'État, le pôle bancaire, les institutions de microfinance, le FONGIP, la DER/FJ, la BCEAO pour mieux structurer le financement du secteur agricole. Organiser des concertations entre d'une part l'État et les opérateurs et d'autre part les banques et l'administration fiscale. L'État veut également un démarrage effectif de la distribution des intrants en quantité et en qualité à partir du 25 avril 2025. Pour accompagner la campagne de production agricole 2025-2026, l'État compte inscrire dans le budget 130 milliards de francs CFA. Le Conseil a également décidé d'augmenter de 25 francs CFA le kilogramme le prix plancher aux producteurs de l'arachide. Le Sénégal, pendant ce temps, va bénéficier du soutien de la République populaire de Chine dans la réalisation du nouveau référentiel de politique publique Sénégal Vision 2050. La Chine compte investir dans plusieurs secteurs, les infrastructures, l'éducation notamment. C'est ce qui ressort de la visite d'une délégation de la conférence consultative politique du peuple chinois reçue hier par le président de l'Assemblée nationale. La rencontre s'est très bien déroulée. Nous avons beaucoup échangé sur les relations bilatérales entre nos deux pays, mais surtout sur le renforcement en tout cas de cette coopération entre le Sénégal et la République populaire de Chine. Les discussions ont porté principalement sur la diplomatie parlementaire entre nos deux pays, mais aussi sur les questions économiques, notamment sur aujourd'hui ce qui est en train de se faire sur tout ce qui est infrastructure, mais aussi ce qu'on veut explorer à travers le plan d'action et les conclusions du FOCAC de 2024. Et nous, en tout cas, nous sommes très satisfaits des discussions, des différents échanges, mais surtout de l'engagement de la partie chinoise à accompagner le Sénégal à travers l'excellente vision du président de la République, le Sénégal 2050. Et puis les administrations fiscales africaines se sont donné rendez-vous ce mardi à Dakar pour une discussion sur la fiscalité de l'économie numérique. Cette rencontre entre dans le cadre d'une conférence internationale organisée par le ministère des Finances en partenariat avec la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. L'objectif est d'aller vers une position commune entre les pays africains. C'est un processus d'harmonisation des positions entre les pays africains en matière de taxation de l'économie numérique qui vient d'être enclenché. Le Sénégal a adopté en 2023 une taxe sur les services numériques ciblant les revenus des géants de la tech. Une initiative audacieuse mais qui doit s'inscrire dans une vision panafricaine cohérente. L'économie numérique est devenue en Afrique un moteur de transformation avec un fort taux de pénétration, une adaptation massive de la mobile money ainsi que le développement des commerces en ligne et autres plateformes innovantes. Cependant, les défis sur l'encadrement fiscal de ces avancées sont de taille. Le continent enregistre une perte annuelle de 60 milliards de dollars en raison de la non-numérisation de la collecte des impôts et des flux financiers illicites. L'absence de cadre harmonisé de la fiscalité numérique limite la capacité d'action commune. Pour bâtir ainsi un avenir équitable et faciliter l'intégration africaine, le ministère des Finances et du Budget du Sénégal, en collaboration avec la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ont réuni les différentes administrations fiscales du continent. L'idée, c'est dès à présent de pouvoir partager l'expérience sénégalaise en la matière. Et dans le même temps, il va falloir également profiter de cette occasion pour recueillir les expériences de nos administrations sœurs. Il s'agit d'examiner les voies et moyens qui permettraient à chaque pays africain et à chaque citoyen de bénéficier des revenus générés par le numérique. Donc c'est cette connaissance d'abord, partager les modèles quand même qui ont réussi à travers le monde, permettre également aux administrations fiscales de nos États membres d'échanger
leur expérience, les bonnes pratiques. Une coopération panafricaine pour une approche commune de la fiscalité sur l'économie numérique. Les conclusions seront soumises à la réflexion de l'Union africaine. Et puis le conseil départemental de Kédougou, en partenariat avec une société minière, inaugure 2 forages à pompes solaires. L'occasion a été saisie par le dit conseil pour remettre à une trentaine de jeunes kédouvains des attestations de formation dans divers domaines. Le président du conseil départemental de Kédougou a inauguré 2 forages solaires grâce au partenariat et au financement de la société minière. Le programme que nous sommes en train de dérouler, donc c'est pour vous dire tout simplement que nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts pour soulager en tout cas les maux des populations. Donc nous vont en tout cas dépenser 7 millions de francs CFA pour pouvoir vous former. Et sur l'ensemble, sur le total des formations, parce que nous avons formé 125 jeunes, donc nous avons dégagé une enveloppe globale de 49 millions de francs. Le président Mamadou Saliou Sow a présidé officiellement la remise d'une trentaine d'attestations en formation en restauration, d'où la satisfaction des récipiendaires, composés pour la plupart des jeunes. Notre objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est de faire en sorte que vraiment que ceux qui ont été formés, de voir dans quelles conditions, quels mécanismes que nous pouvons mettre en œuvre pour permettre à ces gens d'avoir en tout cas une activité génératrice de revenus par le biais des financements, par le biais de l'accompagnement. Les autorités administratives, les sous-préfets et les élus locaux, maires, ont tous salué l'impact positif et économique des infrastructures communautaires construites dans leur localité. Une infrastructure essentielle portée par le conseil départemental. Cet ouvrage répond à un besoin essentiel des populations de Nyangimori. Ainsi, le conseil départemental de Kédougou poursuit sa série d'inaugurations dans le cadre de l'amélioration et des conditions des populations. De retour à Dakar, les travailleurs de l'agence de presse sénégalaise ont porté le brassard rouge pour réclamer le paiement des fonds pour la couverture des élections législatives. Ils se disent victimes d'une injustice étant donné que les autres médias publics ont reçu leur dû. L'argent aurait été débloqué avant d'être repris par les autorités. Ils demandent des explications à la direction générale. Du rouge partout pour manifester leur courroux. Les travailleurs de l'agence de presse sénégalaise haussent le ton pour réclamer le paiement des fonds pour la couverture des dernières élections législatives. D'abord préciser que nous ne sommes pas en grève. Si vous faites un tour dans les bureaux, vous verrez que chaque agent est devant son poste de travail et continue à faire le travail normalement. Cette fois-ci, nous avons entrepris de porter le brassard rouge pour protester contre une situation qui est devenue récurrente. C'est-à-dire que à la veille de chaque élection, les pouvoirs publics doivent allouer un montant qui doit financer la campagne électorale. Il se trouve que, par exemple, comparativement à nos collègues du service public, notamment le Soleil et la RTS, nous sommes pratiquement les seuls à ne pas recevoir ça. L'argent a été débloqué. Les pouvoirs publics ont débloqué une somme d'argent, par exemple, qui devait servir à couvrir les élections, la campagne électorale et les élections. Mais on nous a dit à la dernière minute que cet argent-là a été repris. Il fustige la posture de la direction générale qui n'a déployé jusqu'ici aucun effort pour décanter la situation d'après les agents. On nous a expliqué des questions de procédure entre le trésor public et la direction générale. Pour vous dire qu'il y a énormément de problèmes dans cette maison, nous comme fidèles à notre habitude, nous avons toujours privilégié le dialogue et la négociation. Le problème subsiste depuis novembre. Mais on ne nous a jamais entendu nous faire une sortie publique. On a échangé plusieurs fois avec la direction générale. Et le 4 mars dernier, on a même posé le problème au niveau du conseil d'administration. Mais on a compris que, par exemple, que depuis lors, cette situation n'a pas évolué. L'argent, évalué à près de 90 millions de francs CFA, devait servir à améliorer les conditions de travail du personnel de l'APS. Parce que les machines que vous voyez là, il y a très peu de machines qui sont fonctionnelles. Souvent, les gens sont obligés de se relayer sur les machines s'il y a une certaine attente pour pouvoir faire le travail. Le personnel envisage de poser d'autres actes dans les jours à venir. Nos tentatives de recueillir la version de la direction générale sont restées sans succès.
Et puis le docteur Babacar Diop a animé une conférence dédiée à Abraham Lincoln, professeur de philosophie à l'UQAD. Babacar Diop a retracé le parcours du 16e président des États-Unis, un homme qui a marqué l'histoire de cette nation par son engagement et sa détermination pour la défense des libertés. Matarbari. 15 avril 1865, 15 avril 2025. Voilà 160 ans que disparaissait Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis d'Amérique. À l'occasion de la commémoration de sa mort, Dr Babacar Diop, professeur de philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a animé une conférence de presse pour retracer le parcours de cet homme qui a marqué l'histoire de l'Amérique. La force de cet homme, c'est qu'il a été tout le temps sous-estimé. Quand il a été élu président, il a mis ce qu'on appelle aujourd'hui aux États-Unis un gouvernement de rivaux. Savez-vous ce que signifie un gouvernement de rivaux? Mais il faut avoir du kilo pour mettre en place. Le gars, il réunit tous ses adversaires dans un même gouvernement. Mais c'est ça aussi la force morale de l'homme. Abraham Lincoln a joué un rôle essentiel dans l'abolition de l'esclavage avec le 13e amendement à la Constitution. Et dans le sud des États-Unis de l'époque, 3 millions d'esclaves y étaient asservis. Et Abraham Lincoln avait l'habitude de dire, si l'esclavage n'est pas une injustice, et rien n'est injuste. Et pour lui, l'Amérique doit rester terre de liberté, terre de la dignité humaine. C'est lui qui a aboli l'esclavage aux États-Unis. Il fut un grand artisan de la reconstruction de l'Amérique, divisée par la guerre de sécession survenue entre 1861 et 1865. Les États esclavagistes du Sud avaient fait sécession, avaient déclaré leur indépendance pour créer une nouvelle nation. Et c'est Abraham Lincoln qui a réunifié le pays, qui a reconstruit les États-Unis, qui a permis aux États-Unis d'être aujourd'hui ce qu'il est aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique. Abraham Lincoln est le premier membre du Parti républicain à être élu à la présidence. Dr Babacar Diop le célèbre comme un symbole de l'une des grandes démocraties du monde. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux qui ont fait état d'arrestation dans le cadre de la gestion des fonds forts Covid-19. Sur l'observateur, ils sont tous prêts à échapper à la prison malgré les multiples convocations. Ce que les enquêteurs recherchent sur le journal, ce ne sont pas seulement des remboursements mais des responsabilités des chaînes de décision, des traces écrites. Le déferlement de haut cadre du ministère de la Santé prévu aujourd'hui, le 5e cabinet d'instruction devait hériter du dossier. Retour de parquet pour Tandian, Ngom et le reste des groupes des 13 sont l'observateur. Le quotidien, lui, s'intéresse aussi sur cette question et titre, la justice traque les variants. Sur le journal, 6 cadres du ministère de la Santé en garde à vue. Après les DAGE, les artistes pris à contre-temps, les cas suspects en attente de la haute cour de justice. Source A souligne que les gardes à vue se poursuivent et des retours de parquet pour les autres. Tous les responsables du ministère de la Santé mis en cause dans l'affaire sont gardés à vue en attendant leur déferment aujourd'hui. Libération lui va plus loin et écrit que le procureur Ibrahim Ndoye a émis 25 ordres d'arrestation, mais un des agents a été localisé au Maroc. Il s'agit d'Alassane Diallo, ancien DAGE du ministère des Mines. Toujours sur cette question, les Échos ne lâchent pas le morceau. De nouvelles arrestations sont en vue sur le journal et une quinzaine en danger. Celui qui est en danger, selon toujours les Échos, c'est bien sûr Macky Sall, ancien président de la République. Le député Guy Marius Sagna le poursuit pour haute trahison. Il s'agit d'une résolution de mise en accusation déposée à l'Assemblée nationale. Vox Populi lui met l'accent sur cette information et indique que le député Guy Marius Sagna déclenche le processus de mise en accusation de Macky Sall pour haute trahison. Mais selon l'info, c'est le groupe parlementaire Taku Wallu qui monte au créneau et parle de grave forfaiture. Sur cette question de mise en accusation, le Peuple quotidien titre avalissant. Sur le journal Le Peuple quotidien, Taku Wallu Sénégal s'insurge devant cet énième fait d'affirmation gratuite formulée par un député de la majorité. Ce n'est pas une grave forfaiture qui a avali et rabaisse la démocratie sénégalaise. Sur Le Peuple quotidien, même son de cloche pour Sud quotidien qui barre cette accusation de haute trahison à l'endroit de Macky Sall. Macky vers la haute cour de justice s'interroge le journal. Sur le professeur Serigne Thiam, enseignant-chercheur en droit, même s'il y a une loi qui protège un ancien président
président, ce n'est pas dans le sens pour qu'il ne puisse pas faire l'objet de poursuites. Pour son collègue Omar Sow, professeur de droit constitutionnel, l'absence de définition de la haute trahison n'est pas un obstacle suffisant pour Walf Quotidien de mentionner à sa une Pastef envoie Macky à la guillotine. Le Soleil lui s'intéresse à la campagne agricole 2025-2026, un budget de 130 milliards de francs CFA dégagé. Il s'agit selon le journal LAS de la distribution d'intrants à partir du 25 février, 1000 jeunes volontaires pour l'encadrement des producteurs et 10 milliards 800 millions pour les coopératives agricoles communautaires. En sport record sur la Ligue des Champions et le match de quart de finale retour, le Real frappe face à Arsenal aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain lui s'est qualifié dans la douleur en battant Aston Villa. Le Barça passe mais sans briller. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Olaf. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.